Tu rêves ou quoi? Oui, enfin non. Je travaille. Il faut dire que le rêve, c'est un mélange entre le vécu et l'imagination. Et en fait, sur Marmiton, ça a commencé comme ça. On est parti d'un vécu qui était de cuisiner beaucoup, on adorait ça, et tous nos amis cuisinaient pas forcément, parce qu'ils ne savaient pas faire, parce qu'ils avaient peur peut-être. Et on s'est dit, mais pourquoi pas les remettre au fourneau en imaginant un moyen d'accéder pour tout le monde à des recettes qui ne font pas peur, c'est-à-dire les recettes de vous, de nous, de monsieur et madame tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a créé ce petit projet. C'est exact. Mais une recette, en tout cas un rêve, pour exister, il a besoin de laisser une trace, un souvenir. Et c'est par rapport à cette trace et ce souvenir que nous, on a réfléchi. En fait, le rêve fou qu'on fait la nuit, mais le rêve fou de la création d'entreprise, il nécessite une certaine forme de formalisation. Alors une formalisation, c'est quoi? C'est pouvoir mettre des mots sur notre projet, c'est pouvoir en parler à ses amis, mais c'est aussi pouvoir le partager avec son entourage. Il faut dire qu'un rêve a aussi besoin d'éléments déclencheurs, de catalyseurs. Dans le cas de Marmiton, est-ce que vous saviez que Marmiton ne s'appelait pas Marmiton au départ? Vous ne saviez pas ça. Et en fait, ce qui nous est arrivé, on s'appelait Miam Miam. Et en fait, on a été attaqué en justice par Miam Miam, le magazine par fax. Ça ne nous rajeunit pas. Et donc, ce magazine par fax nous a attaqués et on a dû se poser une question qui était, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête? Et si on continue, comment est-ce qu'on continue? Alors c'est là, en effet, que le projet a vraiment commencé. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé confronté à cet obstacle. Entre nous soit dit, il était imprévisible. Et non seulement il était imprévisible, mais il était bel et bien concret. Il nous a obligés, quelque part, ou il nous a poussés, si on est positif, il nous a poussés à prendre une décision. Cette décision, c'était de savoir si oui ou non on allait continuer. Bon, en fait, vous le savez tous, on a continué. Et donc, c'est là qu'on a commencé à vraiment travailler ensemble. Alors, pour travailler ensemble, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une petite dose d'audace, une grosse dose de persévérance, et une petite miette d'inconscience. Ça, c'est toujours bien au début. En même temps, bon, ça se passait pas trop mal parce que toi, Anne-Laure, tu avais, avec ton côté commercial, un vrai savoir-faire sur le côté business, que moi, je n'avais pas forcément. Et en plus, un vrai talent pour sentir l'environnement, sentir les choses. Oui, alors, toi, mon cher Christophe, en tant qu'ingénieur, tu avais une vision produit. D'accord. Tu avais une vraie capacité à mettre en application, à expliquer, à tout le temps m'expliquer les choses, en fait. Tu comprenais vite ça allait. Bon, merci. Et il y avait aussi Olivier, notre troisième larron, qui lui était un vrai geek et donc était capable de résoudre tous les problèmes techniques auxquels on est confronté forcément en début de projet. Ça faisait une belle équipe. Ouais, t'as raison. Mais en fait, ce qui était important pour nous, c'est qu'on avait envie de faire. Et on avait envie de faire, pourquoi? Juste parce qu'on avait confiance. Alors, on avait confiance en quoi? On avait confiance dans notre projet, on avait confiance dans notre vision, mais surtout, on avait confiance les uns dans les autres. Et ça, c'est important parce que quand on emploie le terme d'associé, eh bien, c'est justement dans ce cadre-là qu'il prend tout son sens. Parce que la confiance, comme ça, c'est très positif, ça englobe plein de choses, mais une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que la confiance, c'est ce qui permet de se détendre. Et se détendre, quand on est en phase entrepreneuriale comme ça, on est confronté à un tas de stress. Parce qu'en fait, on ne sait pas du tout où on va, ou en tout cas pas trop, et donc il faut gérer toutes les choses un peu inconnues qui vont nous arriver ou qui ne vont pas nous arriver, mais on ne le sait pas encore. Donc on a besoin de se détendre. Et en fait, l'entreprise, c'est comme le yaourt. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et nous, on arrivait comme ça à se détendre, et donc on a construit Marmiton à l'image de notre relation entre associés, c'est-à-dire sérieux sur le fond, mais quand même assez léger sur la forme. Et ça nous a permis aussi de créer une relation qui était plutôt dans la connivence avec nos internautes, avec nos marmitonautes, comme on les appelle. Alors, je vais vous parler, bien évidemment, des fameux poissons d'avril. Pour être très concret, pour emmener avec nous nos marmitonautes dans nos délires,
tous les 1er avril, on faisait un poisson d'avril. Encore maintenant, d'ailleurs. Oui, encore maintenant, à suivre. Et non, hop. Voilà, il faut en plus qu'on se batte avec la régie, c'est terrible. Et donc, par exemple, on a créé, en 2004, on a annoncé officiellement, le 1er avril, qu'on lançait notre chaîne de télé. À l'époque, c'était révolutionnaire. Et donc, à travers le Poisson d'avril, on demandait aux internautes de nous envoyer leur CV pour postuler en tant que speaker pour la future grande chaîne de télé culinaire qui était Marmite TV. Eh bien, vous ne me croirez pas, mais c'est comme ça qu'on a quand même recruté une de nos meilleures collaboratrices. Après, on a eu une idée aussi un jour. Alors ça, est-ce que vous savez ce que c'est? This is a revolution. This is the push food. Alors le push food, ça s'est fait à l'époque où la cuisine commençait à être très... J'ai Lauriette qui se bat. À l'époque où la cuisine commençait à être un petit peu tendance, dans les années 2004-2005, il y avait toutes sortes de modes culinaires, de tendances nouvelles, un peu branchouilles qui démarraient. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer la nôtre? Donc on a commencé à raconter aux gens qu'au Japon, les businessmen en avaient marre de mettre du riz dans leur clavier le midi en mangeant leur bento. Donc on a raconté qu'ils mixaient tous leurs repas, ils mettaient ça dans des espèces de seringues et ils mangeaient ça, paf, comme ça le midi en 2 secondes, et comme ça ils allaient plus vite. Eh ben, 3 semaines après, dans Elle à table, il y avait un article sur le push food, avec les interviews, les noms bidons qu'on avait inventés, comme quoi on avait poussé le réalisme un petit peu loin peut-être. Bon, enfin, pour en revenir à nos recettes, et en particulier à la recette du projet, ce qui est important, c'est de comprendre qu'un projet, c'est comme un bon plat. Finalement, il faut le mitonner, il faut prendre du temps, et c'est avec le temps que la saveur, elle apparaît. Alors, prendre du temps, on va dire aussi beaucoup de temps. Mais ce qui est important, c'est que ça ne se résume pas à cela. Il faut absolument concrétiser. Et pour concrétiser, on a besoin d'outils. Alors, les outils qu'on utilise, vous les connaissez peut-être déjà. On va parler de maquettes, on va parler de pilotes, on va parler aussi de business plan. Nous, chez Marmiton, il y avait un autre outil qu'on aimait bien, mais je vous le conseille pas forcément. On utilisait, quand on allait à table manger au restaurant, on utilisait les nappes en papier comme bloc-notes et on repartait en fait à chaque fois avec le nappe en papier. Bon, en même temps, c'était cohérent, vous me direz. Mais après, il y a un point quand même. Le business plan, on en parle souvent comme l'espèce de pierre angulaire du projet. Il faut voir que le business plan, c'est quelque chose qui est obsolète à partir du moment précis où on le termine. Parce qu'un business plan, c'est comme l'entreprise, ça doit bouger tout le temps. Ça doit s'adapter sans cesse à un monde qui lui-même bouge tout le temps. Bon, alors c'est ta vision, mais néanmoins, il y a une étape qui est incompressible dans le développement d'un projet qu'on appelle l'étape de prototypage. Cette étape de prototypage, c'est quoi? C'est juste finalement tester son concept auprès de son public. Et donc, c'est une étape qui est importante parce que très souvent, on pense qu'il faut énormément d'argent pour faire un prototype. Moi, on aurait tendance à dire qu'en fait, ce n'est pas simplement l'argent qui est nécessaire. D'abord, on n'en a pas forcément besoin de beaucoup, parce qu'il suffit d'être malin, et ça ne nous empêche pas d'avancer, mais surtout, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Parce qu'en fait, au début, ce qui est le plus important, c'est d'avancer sur votre projet. L'argent, c'est rarement un vrai obstacle, et de toute façon, plus votre projet sera avancé, plus vous aurez testé, plus vous aurez prototypé, plus ça sera facile après d'aller chercher de l'argent pour vous développer. Bon, mais on va peut-être arrêter de parler d'argent. C'est vrai, tu as raison. Ce qui nous intéresse, c'est de faire un projet ensemble. Et en fait, ce projet ensemble, on ne vous l'impose pas. Ce n'est pas vos parents qui vous disent de créer une entreprise, enfin pas que je sache. Ce n'est pas votre entreprise qui vous demande de travailler sur le projet. C'est vous, c'est nous qui l'avons choisi. Et en fait, au moment où on décide de faire un projet ensemble, qu'est-ce qui est important? Alors on parle souvent des compétences complémentaires, d'objectifs communs, mais en fait, le plus important, c'est de partager une vision. Parce que la vision, c'est ce qui définit là où vous allez aller. Typiquement pour Marmiton, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on avait comme vision? On se disait, la cuisine, c'est du partage, l'Internet, c'est un outil de partage, donc est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire entre les deux pour à la fois fournir un service qui soit utile et en même temps créer du lien, recréer du lien entre les gens? Alors, cette vision partagée, finalement, elle se crée, elle se consolide quotidiennement. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est intangible. En revanche, c'est vrai qu'on va la concrétiser
de manière très marquée au moment des challenges, alors que ce soit le challenge de l'entreprise ou que ce soit nos challenges individuels? En fait, on a eu plein de challenges, forcément, on l'a toujours au début. Il y en a un qui était particulièrement important, c'était qu'on vivait grâce à la pub, et que grâce à la pub. Et à l'époque, c'était l'époque où les sites commençaient à ressembler à des sapins de Noël, parce qu'il y avait de la pub dans tous les sens. Et nous, on ne pouvait pas imposer ça. Nous, en tant qu'utilisateurs, on ne voulait pas avoir des trucs qui nous sautent à la figure dès lors qu'on arrivait sur le site, alors qu'on avait nos utilisateurs qui eux-mêmes participaient à la vie du site. Donc on s'est dit, on préfère gagner moins d'argent en pub, ça prendra plus de temps à se développer, mais en même temps, on respecte nos utilisateurs. Ça, c'était une décision de long terme. Alors, c'est vrai que la fidélisation des internautes, c'est particulièrement important, mais il y a aussi l'ambition. L'ambition du projet, en tout cas, l'ambition que nous, on avait, elle était réaliste et elle devait être conforme, finalement, à cette vision, mais aussi à nos valeurs. En fait, notre ambition, c'était avant tout que notre projet réussisse. Mais dès qu'on parle de réussite, on entend souvent parler de signe extérieur de réussite. Alors, une grosse voiture, un compte bancaire avec beaucoup de zéros, et plutôt un plus qu'un moins devant, une carte de visite avec 3-4 lignes de titres. En fait, c'est un petit peu comme si on résumait l'école au fait d'avoir des bonnes notes. On est content d'avoir des bonnes notes, mais on ne va pas à l'école pour ça. On va à l'école pour apprendre, pour découvrir des choses, pour se construire. Et pour nous, la réussite, c'était déjà de faire un travail qu'on aime, et d'être content de retrouver tous les matins des gens avec qui on se sent bien. Merci Christophe. Cette réussite, dans notre entourage, c'est vrai qu'elle a surtout, notre entourage a surtout eu le sentiment que la réussite de Marmiton, c'est au moment où on a vendu l'entreprise. Mais en fait, cette réussite, cette vente de l'entreprise, nous, on ne l'apercevait pas du tout comme ça. Pour nous, la vente de l'entreprise, c'était vraiment une étape dans le développement du site et de la communauté. Moi, en fait, le moment où j'ai réalisé qu'on avait vraiment construit quelque chose d'un peu plus grand que ce que je pensais, c'est quand on a sorti notre magazine papier. Alors celui-là, c'est le numéro 34, donc il est tout beau, tout frais, tout neuf. Mais à l'époque, on a lancé ça, on ne savait pas si ça marcherait. Et paf, 100 000 ventes dès le premier numéro. Ça, on s'est dit, en presse, c'est quand même un truc assez fort. C'est là que j'ai compris qu'on avait créé une marque. On avait créé quelque chose qui allait beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Et comme quoi, le digital a lui aussi besoin du monde physique pour exister, pour se révéler. Alors, moi, de mon côté, j'ai compris qu'on avait vraiment créé une marque qui engageait nos internautes, parce que sur le site, on a lancé une grande invitation à un pique-nique géant dans les jardins du château de Versailles. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu plus d'une centaine d'internautes qui sont venus, alors avec famille et enfants, et je pense que certains ici pourront le témoigner, et qui ont apporté chacun un plat, 2 plats, des bouteilles. Bref, c'était assez dantesque. Et les visiteurs du château de Versailles nous demandaient finalement comment on fait pour intégrer votre club. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'après, il fallait 2 jours pour digérer tout ça, parce que franchement, il y avait vraiment de quoi faire. Et en parallèle de cette époque, à peu près à la même époque, il y avait, côté digital, le forum Marmiton qui devenait une sorte de vivier de plein de choses. Et on a eu à gérer la pétition des anciennes utilisatrices contre les nouvelles utilisatrices. Parce qu'elles n'étaient pas pareilles, elles ne faisaient pas pareil, elles ne disaient pas bonjour, etc. Et déjà, on n'était pas prêt à gérer ce genre de choses. On ne savait pas trop comment faire à l'époque. Avec le temps, on s'est habitué. Mais surtout, on a compris qu'il s'était passé quelque chose. C'était plus notre bébé, c'était aussi le bébé de nos utilisateurs, de nos utilisatrices. Et ça, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire pour nous. Alors, une autre question, là qui m'est plus personnelle, c'est finalement comment faire évoluer son propre rêve au-delà du projet. Donc, typiquement, il ne faut pas s'imaginer que parce que vous partez du projet, le projet s'arrête. Et d'un autre côté, il ne faut pas s'imaginer parce que vous partez du projet que vous ne continuez pas à aimer le projet. Au contraire, on continue à l'aimer, on continue à le regarder et à l'apprécier. Mais notre projet, notre rêve, en tout cas le mien, il est aujourd'hui ailleurs, dans d'autres projets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je profite de tous ces acquis que j'ai eus au sein de Marmiton pour reconstruire mon nouveau projet. Et toi, Christophe, tu gardes quoi de l'aventure de Marmiton? Tellement de choses, plein de choses, mais avant tout, beaucoup de bonheur. Il y a une définition que j'aime bien, qui est que le bonheur, c'est faire quelque chose qu'on aime faire, dans lequel on n'est pas trop mauvais,
et en sortant de sa zone de confort, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Ce qu'on appelle l'expérience optimale. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a vécu avec Marmiton, une expérience optimale, avec en plus la cerise sur le gâteau, qui est de le faire avec des gens avec qui on partageait le même rêve. Alors on s'imagine que créer son entreprise, finalement, c'est la posséder. Mais vous allez voir, à partir du moment où ça commence à se développer, ça va très vite et ça nous dépasse quelque part. La joie dans Marmiton, c'est qu'on s'est aperçu assez rapidement que notre service, le site, rendait service quelque part aussi à la société. Et c'est aussi ça que le projet Marmiton nous a appris, c'est finalement qu'une entreprise peut rendre service à la société. Et c'est comme en fait, si on veut conclure sur la notion de recette pour réaliser ses rêves, sur Marmiton, la recette c'est vraiment le sujet principal, donc les gens passent leur temps à discuter de quelle est la vraie recette des carbonara. En principe, il n'y a pas de lardon, il n'y a pas de crème. La vraie recette du gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage. La vraie recette de la paella, celle de ma grand-mère, c'est pas la même que celle qui est sur le site. Donc il y a ce débat tout le temps. Et au final, les gens en parlent, mais ils finissent toujours par faire comme ils veulent. Et c'est peut-être un petit peu ça aussi la recette pour réaliser ses rêves. Alors il n'y a pas de recette miracle en fait. Et j'aurais tendance à dire, il y a une infinité de recettes. Ce qui est important, c'est finalement, vous avez, votre projet, et par rapport à ce projet, le vôtre, eh bien, vous concoctez, entre guillemets, votre propre recette. Et d'ailleurs, nous, on vous souhaite beaucoup de plaisir au fourneau de vos rêves.